Ok, donc déjà bonjour à tous, merci d'être venus, surtout pendant la période un peu compliquée en ce moment. C'est cool que vous soyez en présentiel, on a pas mal de monde aussi en distanciel, donc ça c'est super cool. Bah, pour ceux qui connaissent ça, après Rétro Montpellier, mais nous on est l'Aube, du coup on a une asso d'éthologie qui fait plein de choses, dont des conférences, du coup, donc on fait venir des scientifiques qui viennent nous parler un petit peu d'éthologie. Donc aujourd'hui on a Mélissa Vertet avec nous qui va du coup vous parler des cris des bonobos et de ce qu'ils peuvent nous apprendre sur l'évolution du langage. Du coup, je te laisse te présenter et puis commencer la conférence. Merci beaucoup d'être ici. J'ai cru comprendre que c'était votre semaine d'examen. Donc, vraiment, je vous remercie d'être venu voir mon talk. Et merci aussi beaucoup pour l'invitation. J'étais vraiment contente d'être invitée, en fait. J'ai entendu beaucoup de bien de cet assaut, donc c'est un plaisir. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux que j'ai menés pendant mon post-doctorat à l'université de Zurich, que je viens de terminer. Là, en ce moment, je suis à Rennes pendant quelques mois. Donc, j'ai travaillé sur les cris des bonobos. Et en particulier, je vais vous montrer un petit peu, on a développé des nouvelles méthodes, un petit peu inspirées de linguistique. Et puis, on a essayé d'appliquer ça aux bonobos pour voir est-ce qu'ils ont, entre guillemets, des mots. On discutera un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire exactement. Est-ce qu'ils peuvent faire des phrases. Voilà. Est-ce que pour l'instant, vous m'entendez bien, le micro, il n'y a pas de souci? Ok. Donc, vous le savez sûrement, si vous êtes déjà venu dans un cours d'éthologie dans le coin, ici, on est vraiment axé sur le langage, la communication. Donc, dans mon ancien labo, on travaillait en particulier sur l'évolution du langage. Et pour ça, comme c'est pas du tout un comportement qui fossilise, on utilisait une approche comparative, c'est-à-dire que on allait comparer les capacités des humains avec celles des autres animaux pour voir qu'est-ce qui était commun, qu'est-ce qui était différent, et en déduire les capacités de nos ancêtres communs. Et en particulier, l'ancien labo dans lequel j'étais avait un gros focus sur les grands singes. Ici, à Rennes, on est plus sur les petits singes. Là-bas, c'était vraiment chimpanzés, beaucoup, et puis un peu de bonobos. Donc, lorsqu'on parle de linguistique chez l'humain, ah oui, j'espère que ça vous gêne pas, j'ai des slides qui sont en anglais, mais je vais le dire en français. Donc, normalement, même si l'anglais, c'est pas génial, vous devriez suivre. Chez l'humain, on a la sémantique, le sens, c'est le fait que les mots et ce qu'ils signifient, il y a une relation entre les deux. Et on a aussi de la syntaxe, c'est le fait de pouvoir combiner des unités, dans des séquences qui sont plus larges et qui suivent des règles particulières. Et ce qui est intéressant chez l'humain, c'est que grâce à ces règles-là, on peut créer un nombre infini de combinaisons et du coup, on peut créer un nombre infini de messages. Et ça nous donne vraiment la capacité de créer des phrases complètement nouvelles, de parler de choses imaginaires et les gens en face sont normalement capables de comprendre de quoi on parle et voire même d'avoir des représentations mentales. Donc, comme je disais, on compare ça avec les autres espèces. Et donc, dans mon laboratoire d'avant, on travaillait beaucoup sur le chimpanzé. Et donc, en particulier, Maëlle, qui est ici, travaillait sur le chimpanzé et avait montré que les chimpanzés avaient 12 types de cris qui pouvaient recombiner en 15 combinaisons non aléatoires, c'est-à-dire des combinaisons qui avaient vraiment un fort degré d'attraction entre les deux cris. Et puis, il y a une autre équipe à Saint-Étienne qui travaille aussi beaucoup là-dessus, Cédric Gérard-Butos, qui avait montré que les chimpanzés peuvent faire des combinaisons de 2 ou 3 cris, et qu'il y a vraiment un ordre qui est très important dans ces combinaisons. Certaines parties ne sont qu'au début, certaines à la fin. Voilà, il y a vraiment des règles très, très précises. Et puis, Maëlle aussi avait montré que, en particulier, il y avait une combinaison qui était très intéressante chez le chimpanzé. Ils peuvent combiner le alambrou, qui est un cri d'alerte, avec le wabark, qui est un cri de recrutement, et que les deux indiquent la présence d'un serpent. Donc, il avait fait des observations, il avait fait des playbacks, et ça marchait plutôt bien. Donc, on a quand même une idée, chez le chimpanzé, on a quand même des capacités combinatoires qui peuvent ressembler plus ou moins à l'humain. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est une coïncidence qu'on ait ça chez les chimpanzés et chez les humains, ou si ça vient de notre dernier ancêtre commun. Est-ce que ça a évolué après la divergence des deux lignées, ou est-ce que c'est hérité d'un ancêtre commun? Et pour savoir ça, il faut regarder chez le bonobo. Le problème, c'est que chez le bonobo, on a beaucoup moins d'études. On sait qu'ils ont 11 types de cris,
et qu'ils peuvent combiner ces cris dans certains contextes, quand il y a de la nourriture, lorsqu'ils vont se déplacer entre les groupes, mais on ne sait pas trop grand-chose d'autre. Et donc ça, c'était le but de mon postdoc, c'était de voir est-ce que les bonobos, ils partagent des capacités langagières avec l'humain ou des capacités de combinaison avec les chimpanzés pour pouvoir retracer un petit peu d'où viennent exactement toutes ces capacités. Donc aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va faire. Tout d'abord, on va parler du sens des vocalisations. Donc je vais vous montrer une méthode que dans mon laboratoire, on a établie, et puis comment est-ce qu'on a pu créer un dictionnaire des bonobos. Et ensuite, on va parler un petit peu de compositionnalité, de syntaxe. Vous allez voir, je vais vous expliquer exactement ce que ça veut dire, mais en gros, on va regarder s'ils peuvent faire des phrases. Et donc, encore une fois, je vais vous présenter les méthodes qu'on a utilisées, enfin, qu'on a développées pour créer ça. Et puis, je vais vous aussi essayer de vous convaincre que les bonobos peuvent faire des phrases. Donc, lorsqu'on parle de sens chez l'humain, donc de sémantique, c'est vraiment le sens qui est stable. C'est-à-dire, c'est la relation entre, la relation entre ce qu'on veut dire et ce qui est signifié, mais c'est quelque chose qui est vraiment stable au cours du temps, peu importe le contexte. Et ça, c'est différent de la pragmatique, qui est le sens contextuel, c'est-à-dire qu'on peut dériver des informations du contexte. Je vais vous montrer exactement ce que ça veut dire. Si je vous dis j'ai faim dans n'importe quel contexte, ça veut dire que mon estomac est vide. Par contre, selon le contexte dans lequel je le dis, ça peut vouloir dire d'autres choses. Par exemple, si je suis avec des amis dans une voiture et que je dis j'ai faim, ça veut pouvoir dire on s'arrête. Si je suis en train de randonner avec d'autres amis, je dis j'ai faim, ça veut dire j'aimerais qu'on fasse un pique-nique ici. Si je passe devant une boulangerie, je dis j'ai faim, bah, peut-être que ça veut dire je rentre, je vais m'acheter un croissant. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vraiment chez l'humain deux types de sens qui sont assez importants et vraiment fondamentaux dans notre communication. Le sens stable et le sens pragmatique, le sens qui change avec le contexte. Mais chez les animaux, comment est-ce qu'on fait pour étudier ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui est de la sémantique, de la pragmatique, est-ce qu'il y a un sens chez les animaux? C'est ce qu'on va essayer de voir. Peut-être que vous connaissez cette diapo parce que je crois que Maëlle l'utilise de temps en temps en cours. Elle vient de moi. Hein. Lui qui me l'a volée. Donc, imaginons, comment est-ce qu'on ferait pour étudier le sens chez des animaux? Donc, imaginons qu'on regarde deux poulets dans un jardin et qu'il y a un renard qui passe et qu'un des poules plutôt, émet une vocalisation. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Là, on a plusieurs options. Peut-être que cette vocalisation veut dire qu'il y a un renard. Ça serait une référence externe, c'est-à-dire que cette vocalisation n'est émise que quand il y a un renard. C'est toujours lié à cet événement externe. Mais peut-être que cette vocalisation veut juste dire que la poule a peur. Dans ce cas, cette vocalisation va dénoter un état interne. Elle va exprimer une émotion. Et ça, on le saurait parce que si on fait des études statistiques, on verrait que cette vocalisation, elle est seulement émise quand ils ont un certain état émotionnel, peu importe qu'il y ait un prédateur ou pas, peut-être un niveau de danger, par exemple, un niveau de peur. Peut-être aussi que cette vocalisation veut dire à l'autre poule, il faut que tu partes, cours, va-t'en. Dans ce cas, on le verrait parce que à chaque fois que cette vocalisation-là est mise, on aurait une réaction très particulière autour de notre poule, par exemple, toutes les autres qui partent en courant. Et enfin, le quatrième sens qui est possible, c'est que cette poule dit « je vais courir ». Dans ce cas, on considère que c'est un petit peu je sais pas comment on dit commitment, un engagement. Voilà, je vais faire une action future. Et donc là, on le verrait encore une fois, parce que si on regarde à chaque fois que cette vocalisation est émise, on a toujours le même comportement dans celui qui a émis la vocalisation. Donc ça, c'est un petit peu la théorie. On pense que voilà, on a à peu près ces 4 types de sens chez les animaux. Et du coup, comment est-ce qu'on fait d'habitude pour l'étudier? Ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va suivre un groupe d'animaux, et puis on va collecter quand il y a cette vocalisation qui est émise, voilà le type de contexte, etc. Mais il y a un petit peu des problèmes dans cette approche qui fait que jusque-là, on a vraiment du mal à savoir exactement quel est le sens de ces vocalisations. Le premier problème, c'est que souvent, on va étudier un seul signal à la fois, une seule vocalisation, un seul geste, une seule expression faciale. Et ça fait qu'on a vraiment une image très, très réduite de ce qui se passe. Un peu comme si vous, pour comprendre la langue française, vous alliez regarder la définition de juste un mot. Ça va pas trop vous aider à comprendre le reste.
Pour vous donner un exemple, ça c'est l'exemple du Blue Monkey, le singe bleu, qui a un cri qu'on appelle le piao, qui est donné lorsqu'il y a des conflits entre les mâles ou lorsque le groupe se déplace ou lorsqu'il y a un prédateur. Si on regarde juste ce cri, on peut se dire, bon, c'est assez facile. En gros, c'est une situation d'alerte, une situation un petit peu dangereuse. Mais en fait, lorsqu'on regarde un petit peu les autres cris qu'ils émettent aussi, on voit qu'ils ont le cri quatrain qui, lui, est seulement émis quand il y a un rapace. Donc là, c'est intéressant en fait, parce que le rapace, c'est une alerte aussi. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu de la pragmatique, encore une fois, c'est-à-dire on peut raffiner en fait le sens de la vocalisation en comparant les autres vocalisations. Donc en fait, on peut se dire ah bah le piao en fait c'est tout ce qui est une alerte, mais ce n'est pas un rapace. Donc là en fait c'est juste pour vous montrer un exemple de c'est important d'étudier plusieurs signaux à la fois et c'est quelque chose qui est malheureusement assez rarement fait. Un autre problème qu'on rencontre souvent, c'est que là, par exemple, dans cet exemple avec les chats, peut-être qu'ils sont dans un contexte un petit peu de jeu. Voilà, les gens souvent vont collecter les signaux dans un contexte en particulier. Par exemple, seulement des cris d'alarme, seulement des cris de nourriture. Et là encore, on va avoir un petit problème. Vous devez tous connaître l'exemple des singes vervets. Je vais quand même vous rappeler avant de vous faire disputer par mail. Donc les singes vervets dans les années 80, c'est vraiment le premier exemple de sémantique chez un animal. C'est la première fois où on a dit, voilà, vraiment les cris ont un sens, ça veut dire quelque chose qui est externe à l'individu, ils ont des mots, etc., etc. Donc ce qui avait été montré, c'est que les singes vervets émettent trois cris différents selon le type de prédateur qu'ils rencontrent. Donc ici, par exemple, en jaune, c'est tous les cris pour les prédateurs terrestres, en vert pour les serpents, et en bleu, pour les prédateurs aériens. Mais en 2015, il y a une équipe qui a décidé de regarder les cris qui sont émis en dehors des contextes d'alarme. Et ça, c'était en fait un petit biais qu'il y avait dans les premières études, c'est qu'ils avaient seulement regardé quand il y a un prédateur, quel est le cri qui est émis, mais on se rend compte qu'en fait, ces cris-là sont aussi émis dans d'autres contextes. Donc là, en fait, sur la droite, vous voyez des cris qui ont été émis lors d'agressions entre groupes ou au sein d'un même groupe. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces cris d'agression ressemblent énormément aux cris qui sont donnés lorsqu'il y a un serpent ou un rapace. Ce qui veut quand même dire que, en fait, le premier travail pionnier sur les singes vervets, en se concentrant seulement sur un type de contexte, avait omis une certaine partie de l'histoire. Et ce qu'on peut voir, du coup, c'est que les cris pour les serpents et les cris pour les rapaces, en fait, ressemblent beaucoup aux cris d'agression. Et donc, peut-être que le sens n'est pas il y a un rapace, il y a un serpent, mais j'ai très peur. Un autre problème qui est assez récurrent lorsque les gens essayent d'étudier le sens des vocalisations, c'est de seulement coder un type de contexte. Donc, par exemple, on va seulement regarder le comportement de celui qui émet le cri, ou on va seulement regarder le comportement de ceux qui réagissent, etc., etc. Donc, par exemple, si on reprend notre exemple des poules, si moi, j'estime en avance que lorsque ma poule crie, ça veut dire qu'il y a un renard, peut-être que je vais du coup seulement prendre en compte les événements externes lorsque je vais collecter mes données. Donc, je vais seulement prendre ça en compte, qu'est-ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que si cette vocalisation, en fait, veut dire cours, va-t'en aux autres poulets, moi, je vais pas du tout voir ça, parce que je vais être concentrée sur les événements externes. Donc ça, encore une fois, c'est un problème qui est assez récurrent dans ce domaine, c'est que les gens font des, comment dire, j'ai plus le mot en français, ils ont des a priori, et donc ils vont choisir en fait a priori quel est le type de cri et seulement collecter ce type de contexte-là. Et du coup, bah, encore une fois, on peut passer à côté du vrai sens du cri. Donc il faudrait pouvoir en fait tout collecter. Et enfin, souvent, comme on est un humain, on va seulement collecter les choses qui nous paraissent les plus pertinentes. Mais encore une fois, on a beaucoup de jugement humain qui est mis là-dedans. Donc, par exemple, on va seulement regarder certains comportements de celui qui émet le cri, seulement certains événements extérieurs, etc., etc. Donc, pour vous donner un exemple, imaginons que je suis ce chercheur qui veut comprendre la communication des lapins. Et puis, au moment où je suis le lapin, il y a un renard dans le coin, il commence à pleuvoir, il y a de la nourriture autour, il y a un animal qui n'est pas un prédateur,
et mon lapin émet une vocalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire cette vocalisation? Il y a beaucoup de chercheurs qui diraient, bon, c'est assez évident, c'est à cause du renard. En fait, on ne sait pas. C'est pas à nous de prendre cette décision pour l'animal. On ne peut pas savoir exactement, dans tous ces contextes-là, qu'est-ce qui a vraiment déclenché la vocalisation de l'animal. Donc, nous, ce qu'on propose plutôt, c'est de tout prendre en compte et puis seulement voir à la fin qu'est-ce qui est corrélé avec la vocalisation. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'il y avait une vocalisation, on allait regarder le comportement de celui qui crie, le comportement de ceux qui sont autour, qui écoutent, et puis tous les événements externes. Et puis, on a fait ça à l'échelle du répertoire, c'est-à-dire qu'on a fait ça pour tous les types de cris. Parce que vous avez vu tout à l'heure, on a vu qu'en fait, si on étudie qu'un seul type de cri, on va peut-être louper certaines informations parce que, voilà, savoir en fait les autres cris qu'il y a dans le répertoire et ce qu'il veut dire, c'est aussi intéressant. Et enfin, on a considéré que le sens, c'était le set de contexte le plus large qui était présent plus que par chance quand le signal est émis. Je vais vous montrer ce que ça veut dire très concrètement parce que là, comme ça, c'est un petit peu flou. Donc, imaginons que je suis ce bonobo et je veux étudier cette vocalisation. Ce que je vais faire, c'est que la première fois que la vocalisation est émise, je vais collecter tout ce qui se passe. Donc, par exemple, en vert, je vais prendre en compte l'émotion de celui qui crie. En bleu clair, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Donc, par exemple, il est en train de manger. En jaune, ce que les autres font, par exemple, peut-être qu'il crie. En bleu foncé, des événements externes. Peut-être qu'il y avait de la nourriture, peut-être qu'il y avait un serpent. Voilà, ça c'est une fois que j'ai observé ce cri. Et puis, je recommence et je recommence. À chaque fois que le cri est émis, je recollecte encore une fois tout ce qu'il se passe. Et ce que je vois, au bout d'un moment, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est toujours là lorsque ce cri-là est émis. Donc ici, par exemple, qu'il y a de la nourriture et que mon individu est en train de manger. C'est super. Il y a beaucoup de personnes qui s'arrêteraient là en disant, bah, c'est super. Ça veut juste dire qu'il y a de la nourriture. Super. Mais vous vous souvenez que nous, on se dit que ce serait bien de faire une étude à l'échelle du répertoire, pouvoir comparer le sens des cris entre eux. Donc, on fait ça. On étudie aussi les autres cris. Pour ces autres cris, pareil, à chaque fois qu'ils sont émis, on code qu'est-ce qui se passe exactement. Et peut-être qu'on va voir ici, par exemple, qu'en fait, la présence de nourriture, c'est aussi là quand il y a d'autres cris. Donc, c'est pas lié à mon premier cri exactement. Donc, je peux raffiner le sens de la vocalisation. Cette vocalisation ne veut pas dire il y a de la nourriture, mais ça veut dire, par exemple, je suis en train de manger. Est-ce que jusque-là, ça va? Ok. Donc voilà, ça c'est la théorie. Mais bon, c'est quand même de la belle théorie. Est-ce que ça marche? Donc j'ai eu la chance pendant mon postdoc précédent d'avoir l'opportunité d'aller étudier les bonobos en République démocratique du Congo et pouvoir appliquer en fait cette théorie et voir si ça marche. Donc les bonobos, ce sont donc des grands singes qui vivent en groupe multimâle, multifemelle, assez grand. Donc nous, là où on était, ça variait entre 10 et 40 individus. Ils ont une société de fission-fusion. C'est-à-dire que pendant la journée, ils vont se séparer en petits groupes qui vont se remettre ensemble, se reséparer, etc. Donc en fait, c'est un petit peu comme nous les humains. Le matin, on se lève, on est en famille. La journée, on va en cours, on est avec des amis. Le soir, peut-être qu'on va boire un coup avec d'autres amis, et ainsi de suite. On change en fait de cercle social dans la journée. Chez les bonobos, ce sont les femelles qui dispersent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que les rangs les plus hauts sont occupés par des femelles. Ça ne veut pas dire que les femelles sont les plus dirigeantes. Il peut y avoir des mâles au-dessus des femelles. Mais en gros, dans les rangs les plus hauts, on a toujours des femelles. Les bonobos sont assez connus pour leur coopération avec les autres communautés, c'est-à-dire que contrairement aux chimpanzés, ils ne sont pas territoriaux, ils ne vont pas se battre avec les autres groupes. Lorsqu'ils croisent d'autres groupes, ils peuvent même passer plusieurs jours avec eux. On va avoir beaucoup de grooming, de partage de nourriture, etc. Par contre, c'est pas non plus les hippies qu'on imagine toujours, les bonobos. Donc, ils sont connus pour être hippies, en fait, tout simplement parce que leurs agressions ne sont pas létales et ne font pas d'infanticide. Mais ils ont énormément d'agressions, voire plus que les chimpanzés. Donc voilà, c'est juste pour remettre un petit peu les choses en perspective. On imagine toujours les bonobos en train de copuler un peu partout dans la forêt et d'être tout ping-pony les uns avec les autres, mais c'est pas vraiment le cas. Il y a quand même une hiérarchie qui est assez forte.
et puis beaucoup d'agressions, beaucoup de violences. Donc concrètement, ma collection de données, elle s'est faite sur 6 mois. Donc j'ai eu d'abord 2 mois de pilote, c'est-à-dire que 2 mois pendant lesquels j'ai créé mon protocole, je l'ai expérimenté, etc. Et ensuite 6 mois vraiment de collecte de données. C'est de la collecte de données ad libitum. Vraiment, vous devez tout savoir ce que c'est. C'est-à-dire qu'à chaque fois que il y avait un cri qui était émis, peu importe l'individu qui le faisait, j'allais collecter ce cri si je pouvais, si j'avais une bonne visibilité, etc. Donc, je faisais pas vraiment du focal, je suivais pas un individu toute la journée. C'est plus j'étais avec le groupe et peu importe ce qui se passait, j'allais collecter ce que je pouvais. Donc, j'ai travaillé avec 30 adultes. C'est un parti pris de pas prendre les jeunes, en tout cas pour cette étape, parce qu'on part toujours du principe que peut-être que les jeunes, c'est un peu comme chez les humains, peut-être qu'ils savent pas encore tout à fait communiquer. Donc voilà, pour être sûr, on prend que les adultes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que quand il y avait une vocalisation qui était émise, j'allais suivre l'individu qui avait émis cette vocalisation pendant 2 minutes, ou alors jusqu'à ce qu'il crie encore. Et puis, j'allais faire du commentaire en live. Donc moi, je les suivais avec un micro et je parlais en fait le plus possible pour vraiment décrire tout ce qui se passait. Et donc de cette façon, j'ai collecté 336 traits de contexte ou descripteurs de contexte. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'avais une liste comme ça de 336 questions et à chaque fois, je disais est-ce que ça s'est passé? Oui, non, je ne sais pas. Donc par exemple, j'avais cette question, est-ce que l'individu qui crie, au moment où il crie, est en train d'approcher un autre individu? Oui ou non? Est-ce que c'était une femelle qui l'approchait? Oui ou non? Est-ce que c'était un mâle? Oui ou non? Est-ce qu'il était en train de manger? Oui ou non? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc l'enfer. Ensuite, j'ai regardé tous les comportements de cet individu pendant 2 minutes. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Encore une fois, est-ce qu'il commence à approcher un autre individu? Oui ou non? Est-ce qu'il commence à manger? Oui ou non? Est-ce qu'il continue de manger? Oui ou non? Est-ce qu'il s'arrête de manger? Oui ou non? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai codé les événements externes. Est-ce qu'il y avait de la pluie? Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait une agression? Et ainsi de suite. Et j'ai codé aussi dans l'audience, dans le public, enfin, dans le groupe, en fait, autour de lui, qu'est-ce que les autres commençaient à faire, continuaient de faire ou s'arrêtaient de faire. Est-ce qu'ils commencent à approcher mon individu? Est-ce qu'ils commencent à manger? Est-ce qu'ils commencent à se déplacer? Est-ce qu'ils arrêtent de se battre? Ainsi de suite. Et puis aussi, pendant 30 minutes après, j'ai regardé les changements dans la composition du sous-groupe. Donc, est-ce qu'il y avait des nouveaux individus qui venaient? Est-ce que mon individu qui avait crié partait? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, on a quand même l'impression que j'avais une liste comme ça sur le terrain en papier que je cochais à chaque fois. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que j'allais juste commenter de façon complètement exhaustive. Et c'est ensuite le soir au campement, j'allais remplir ces oui ou non, en fait, en écoutant mes enregistrements. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. Pour vous donner une idée, pour 2 jours de collection de données, j'avais 1 jour complet juste de codage. Et donc ça, ces données, je les ai analysées avec un cadre linguistique. Je me suis servi de la sémantique distributionnelle, c'est-à-dire que c'est une approche de linguistique qui est basée sur l'hypothèse sémantique, qui est que les mots qui ont un sens assez proche dans le langage humain sont utilisés dans des contextes similaires. Et en fait, ça, on peut le représenter dans un espace sémantique où les mots, en fait, sont représentés avec des vecteurs mathématiques. Mais en fait, c'est assez simple à comprendre. Ici, par exemple, ce qu'on voit, c'est que les mots bonobo et chimpanzé sont assez proches, c'est assez intuitif pour nous, ils sont assez proches en sens. On imagine à peu près la même bête noire poilue. Et en fait, ils sont utilisés avec un contexte, donc d'autres mots qui sont souvent les mêmes. Chimpanzé et bonobo, on va souvent les utiliser avec forêt, bête, primate, intelligent, etc., etc. Le mot voiture, par contre, on va rarement l'utiliser avec forêt, bête, intelligent, etc. On va l'utiliser avec rapide, brillant, route, etc. Donc, il est plus loin dans cet espace sémantique. Donc, vraiment, ce qui est ici important à retenir, c'est vraiment, ça nous permet juste de représenter les mots dans un espace. Et ceux qui sont ensemble, c'est ceux qui ont un sens le plus proche parce qu'ils sont utilisés dans les mêmes contextes. Et donc, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a tout simplement utilisé une approche statistique qui nous permet d'utiliser tous les contextes qu'on a collectés, donc les 300 contextes, et puis, en fait, de représenter ça dans un espace à 5 dimensions. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les PCA.
peut-être que vous avez déjà vu en cours. Voilà, bah, c'est à peu près la même chose. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça me permet d'avoir un espace sémantique et puis que les axes, c'est en gros les contextes dans lesquels les cris ont été émis. Donc, en fait, ça nous donne ça. En jaune, vous avez les cris isolés, donc les cris qui sont émis tout seuls, donc les grunts, high-hoot, whistle et compagnie. Et puis en bleu, vous avez les combinaisons. Donc nous, là, on a seulement regardé les combinaisons de 2 cris, parce qu'on commence petit, mais ils peuvent aussi combiner les cris, enfin vraiment des combinaisons beaucoup plus grandes. Donc voilà, on s'est retrouvé avec cet espace sémantique, ce qui est chouette, mais ça ne nous dit toujours pas qu'est-ce que ça veut dire, en fait, leur cri. Ce qu'on voit déjà là juste, c'est il y a des choses qui se ressemblent, des choses qui sont plus loin. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est déterminer le sens des vocalisations. On a fait en fait des tests de corrélation entre un type de cri et puis le set de contexte. Et donc, comme je disais, en fait, le cri, c'est vraiment le set de contexte qui est vraiment associé avec l'émission de ce cri-là. Donc là, ce que vous avez entendu, c'est ce qu'on appelle un whistle, un sifflement. Et donc, ce qu'on a vu, pour commencer, c'est que ça, c'est tous les contextes qui étaient associés, plus que par chance, avec le whistle. Au début, on était super contents, on s'est dit « Ah, ça marche super bien, on a vraiment des contextes qui ressortent, on va trouver tout de suite le sens des whistles. » Et puis, en fait, on s'est dit « Mais non, il y a des choses qui marchent pas. » Par exemple, le whistle, ce qu'on voit, c'est qu'en général, il y a un autre individu qui rejoint le groupe dans les 30 minutes. Mais aussi, le whistle, celui qui a crié va arrêter de marcher. Mais aussi le whistle, celui qui a crié va continuer de marcher. On se disait, bon, en fait, on a des choses complètement contradictoires, il y a un problème. Et là, on s'est dit, mais chez l'humain, en fait, si on fait ça, si on reprend l'exemple de j'ai faim, on va avoir des choses, en fait, qui sont contradictoires. Des fois, je dis que j'ai faim, je m'arrête. Des fois, je dis que j'ai faim, je continue. Et on s'est dit, peut-être qu'il se passe la même chose chez les bonobos. Peut-être qu'ils ont aussi de la pragmatique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé, en fait, ces contextes en clusters, donc c'est-à-dire qu'on a vu lesquels arrivaient fréquemment les uns avec les autres. Et là, c'est devenu beaucoup plus clair. En fait, on a vu qu'il y avait un groupe de contextes où, en fait, quand ce whistle était mis, eh bien, dans les 30 minutes, il y a un autre individu très loin dans la forêt qui va répondre, et puis, il y a un autre individu qui va arriver dans le groupe, par exemple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc là, on a pu dériver, en fait, un sens pour chacun de ces contextes, mais toujours le whistle. Le whistle, ce qu'on voit, c'est qu'il peut venir, il peut vouloir dire rejoins-nous, mais le whistle peut aussi vouloir dire j'aimerais qu'on se déplace. Le whistle peut vouloir dire on est en train de se déplacer, mais maintenant on s'arrête, et ainsi de suite. Et donc là, on peut en déduire en fait le gros sens général du whistle. Le whistle, c'est il faut qu'on reste ensemble. Donc si tu es loin, il faut que tu me rejoignes. Si on est en train de marcher, que je m'arrête, il faut que tu t'arrêtes. Et puis si je suis en train de commencer à marcher, il faut que tu me suives. Donc ça, c'est assez cool. Et on a pu faire ça pour chaque cri de leur répertoire. Donc on a étudié 7 cris. Ils en ont un petit peu plus, mais pour les autres, on avait très très peu de données. Et donc on a pu avoir, en fait, pour chacun, un petit sens comme ça. Regarde-moi, fais attention à moi, je suis excitée, etc., etc. Donc ici, déjà, je vais mettre un premier warning. On utilise des mots humains ici, mais c'est vraiment juste pour illustrer. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que les bonobos sont en train de dire « rejoins-moi » ou « fais attention à moi ». C'est pas tout à fait ce qui se passe. Mais ça, c'est vraiment juste pour que, quand moi je présente ce travail, ce soit beaucoup plus clair pour les gens qui regardent. Mais ce qu'il faut vraiment regarder, c'est ces contextes au milieu, en fait. C'est vraiment ça le sens exact du cri. Donc voilà, je suis pas en train de dire qu'ils ont des mots, etc. La deuxième chose, par contre, qui est assez intéressante, c'est quand on regarde le sens des cris des bonobos, la plupart des cris, c'est vraiment lié à « il faut qu'on reste ensemble et qu'on coordonne notre activité ». Le bonobo n'a pas l'air d'avoir des cris qui veulent dire qu'il y a un prédateur. Il n'a pas vraiment l'air d'avoir des cris qui décrivent ce que lui, il est en train de faire. C'est vraiment, voilà, il faut qu'on reste tous ensemble. Et donc là, c'est assez intéressant. Il y a Maëlle, justement, qui est en train d'étudier comment c'est chez les chimpanzés. Et j'ai hâte de voir, est-ce qu'eux aussi, on est dans la coopération, la coordination, il faut qu'on reste ensemble, ou est-ce qu'on va avoir des cris un peu plus liés à la hiérarchie, la soumission, ou peut-être de la référence externe. On verra. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Ok.
Donc là, on passe à la deuxième partie. On a vu que les bonobos, leurs cris ont un sens. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils peuvent combiner ces cris? Qu'est-ce qui se passe quand ils le font? On a vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur cet espace sémantique en bleu, on avait des combinaisons. Donc on sait qu'elles existent. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Donc chez l'humain, on parle de compositionnalité lorsque on a une structure, donc une combinaison, et que le sens de cette combinaison est dérivé du sens des unités. Donc, par exemple, si je vous parle de robe bleue, une robe bleue, c'est vraiment dérivé de robe et de bleu. C'est différent, par exemple, de il pleut des cordes, qui n'a rien à voir, en fait, avec des cordes. D'accord? Donc, la compositionnalité, c'est lorsque le sens de la phrase, c'est vraiment le sens des mots qui est combiné. Donc, encore une fois, grâce à la compositionnalité, on peut créer un nombre infini de messages. Et chez l'humain, on a encore un niveau supplémentaire de complexité. On a la compositionnalité triviale, où là, on a seulement le sens de la combinaison, c'est juste une addition du sens des mots. Par exemple, si je vous dis un danseur blond, vous allez vraiment voir une personne blonde qui est aussi un danseur. On peut vraiment avoir une sorte de liste dans notre tête, c'est danseur, blond, une personne qui danse et une personne qui est blonde. Par contre, la compositionnalité non triviale, cette fois, le sens va beaucoup plus loin qu'une addition. On a vraiment une interaction entre les deux. Par exemple, si je vous parle d'un bon danseur, eh bien, c'est pas une bonne personne qui est aussi danseuse. Ça marche pas. C'est vraiment ici bon ou mauvais ou ça va changer le sens de danseur. D'accord? Donc on a le mot danseur et puis il est un petit peu modifié par l'autre. Donc le sens de bon danseur, c'est toujours dérivé de bon et de danseur, mais c'est pas juste une simple addition des deux. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le règne animal, il y a très très peu d'exemples de compositionnalité. Et pour l'instant, la plupart des exemples, eh bien les linguistes sont assez d'accord que c'est sûrement trivial. Pour l'instant, on n'a pas de compositionnalité non triviale chez les autres espèces. Donc on pense que c'est vraiment uniquement humain. Donc nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce que les bonobos ont de la compositionnalité? Et si oui, est-ce que c'est trivial ou non trivial? Donc pour ça, on a utilisé une approche de linguistique qui est vraiment, en fait, c'est étape par étape, on va juste cocher comme ça des critères. Et on va regarder à la fin, est-ce que les combinaisons des bonobos, elles remplissent ces critères. Donc la première étape, par exemple, pour savoir qu'une combinaison de A et B, c'est compositionnel, c'est d'être sûr que le sens de A, c'est différent du sens de B. Tout comme dans danseur blond, blond est différent de danseur. C'est assez évident, mais c'est quelque chose qu'on est obligé de faire dans notre analyse. Ensuite, on vérifie que le sens de la combinaison est différent du sens des unités. Donc, dans blond danseur, danseur blond, dans danseur blond, on fait attention que l'expression danseur blond, c'est différent de blond, et que l'expression danseur blond, c'est différent de danseur. Ensuite, on vérifie que le sens de la combinaison est vraiment dérivé du sens des éléments. Parce que sinon, vous vous souvenez, c'est comme l'exemple, il pleut des cordes. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment de la vraie compositionnalité. Donc, on vérifie que danseur blond, c'est bien dérivé de blond et de danseur. Et enfin, pour savoir si c'est trivial ou non trivial, en fait, on va regarder est-ce que le sens de la combinaison, c'est différent de l'addition du sens décrit. Donc, par exemple, est-ce que mauvais danseur, c'est mauvais plus danseur, est-ce que c'est autre chose? Si c'est non trivial, ça devrait être différent. Mauvais danseur, si on additionne juste les deux, ça ne nous donne pas un mauvais danseur. Et donc ça, pour le savoir, en fait, on s'est basé sur cet espace sémantique. On a travaillé avec les distances entre les cris et les combinaisons. Donc, je vais vous expliquer pas à pas. Ça peut paraître un peu impressionnant, mais normalement, c'est assez facile quand vraiment je vous explique. Donc, le premier critère, on avait dit, c'est le sens de A doit être différent du sens de B pour que la combinaison soit compositionnelle. Donc, le sens de blond doit être différent de danseur. Mais comment est-ce qu'on sait ça? Donc là, par exemple, on a notre espace sémantique avec 3 cris. Comment est-ce qu'on sait si le sens est différent? C'est pas vraiment évident comme ça. On peut pas vraiment prendre une distance où on se dit, bon, à partir de là, c'est différent, à partir de là, c'est égal. C'est un peu flou pour nous parce qu'on n'est pas dans la tête d'un bonobo. Donc, ce qu'on a fait, en fait, si on regarde bien, en fait, ces petites croix que je vous ai montrées, donc l'espace sémantique, quand on voyait les cris, en fait, c'est un barycentre de tous les data points de ce cri-là. Donc là, par exemple, si j'étudie le grunt, donc la croix orange, c'est avec le barycentre de tous les grunts que j'ai observés, pour tous leurs contextes qui sont à chaque fois légèrement différents. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ce que j'appelle une chance value, une valeur chance,
qui va me dire en fait à quel point est-ce que mon nuage de données il est étendu, à quel point en fait est-ce que ce cri-là il a un sens qui est assez restrictif ou un sens qui en fait est assez ambigu, assez large. Donc pour ça, je vais séparer de façon aléatoire mon nuage de points, donc tous mes grunts, je les sépare en deux groupes et je recrée deux barycentres. Et puis je mesure la distance entre les deux. Et ça, je le fais plein de fois, je redivise. Et donc ça me donne en fait une petite valeur qui me dit, en gros, si autour de mon barycentre, dans cet espace autour de mon barycentre, j'ai un autre barycentre, c'est que c'est le même meaning, c'est le même sens. Et donc ça, c'est tout simplement ce que je fais en fait. Lorsque je me demande si le sens de A est différent du sens de B, je calcule comme ça les valeurs chance pour chaque type de cri et je regarde est-ce que du coup ils overlappent en fait. Est-ce que les barycentres sont trop proches l'un de l'autre pour avoir des sens différents. Et donc ici, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on a les 7 cris des bonobos. Si jamais c'est en noir, c'est-à-dire que la distance entre les types de cris, eh ben, en fait, elle est trop proche. Les cris, en fait, veulent dire la même chose. Et puis, si on est sur du orange, ça veut dire que là, les cris ont un sens qui est vraiment différent. Et donc, si je prends toutes les combinaisons de cris qu'on a observées chez le bonobo, là, à chaque fois, pour chaque critère, je vais enlever, en fait, celle qui correspond pas à ce critère-là. Donc ici, par exemple, je sais que je peux enlever tout ce qui est combiné, tout ce qui est composé d'un pipiel, par exemple, avec un low root. Je sais que ça ne peut pas être compositionnel parce que le pipiel et le low root, en fait, ont un sens qui est très, très proche. Ensuite, je fais la même chose cette fois. Donc, le deuxième critère, c'est le sens de la combinaison est différent du sens de A et de B. Donc, ce que vous avez ici en axe X, c'est les combinaisons, par exemple, grunt et yelp ensemble. Eh bien, je regarde si grunt et yelp, dans cet espace sémantique, est proche de grunt ou est proche de yelp. Et donc là, ça me permet encore une fois de savoir quelles sont les combinaisons qui ne sont pas compositionnelles. Si la combinaison est trop proche d'un des deux cris, en gros, qui la composent, ça veut dire qu'elle ne peut pas être compositionnelle. Donc pareil, je surligne ces combinaisons et je les enlève. Donc on réduit comme ça la liste des combinaisons qui potentiellement sont compositionnelles. Notre troisième critère, c'était que le sens de la combinaison est dérivé du sens des éléments. Donc par exemple, danseur blond, c'est dérivé de blond et de danseur. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que, je vais vérifier que ma combinaison, dans cet espace sémantique, elle est proche des éléments qui la composent, mais quand même, elle n'est pas trop proche. En gros, ce que je vais regarder, c'est que ma combinaison AB, elle doit être proche de A et B. Elle doit être plus proche de A et B que de C et D, par exemple. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si j'ai danseur blond, ça doit être plus proche de danseur et de blond que de voiture. Par exemple, si je reprends l'exemple humain. Et donc là, c'est ce qu'on a fait. En gros, en X, vous avez toutes les combinaisons possibles. Et puis, vous avez à chaque fois la distance entre soit en rose, les cris qui ne font pas partie de la combinaison, et puis en bleu, les cris qui font partie de la combinaison. En gros, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a seulement 4 combinaisons pour lesquelles le sens est vraiment dérivé du sens des éléments. Et donc, c'est celle que je garde. Donc, en fait, ici, là, déjà, on a fait nos 4 critères de compositionnalité. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 combinaisons chez le bonobo qui sont compositionnelles. Donc, le sens de la combinaison est dérivé du sens des éléments. Ce qu'on a fait ensuite, c'est de regarder que la combinaison, elle soit triviale ou non triviale. Pour ça, vous vous souvenez l'exemple du mauvais danseur ou du bon danseur. Le sens de la combinaison doit être différent de la simple addition des mots, en gros. Donc, ce qu'on a fait, là, par exemple, si on a la combinaison AB avec le cri A et le cri B, c'est assez facile vu qu'on travaille avec des vecteurs. En fait, je peux tout simplement additionner A et B et ça me donne un point A plus B théorique. Donc, c'est vraiment avec mes données, ce que j'observe sur le terrain, voilà ce que donnerait une combinaison si vraiment j'additionne juste le sens de A et de B. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est proche de ce que nous, on a observé sur le terrain quand on a vraiment une combinaison. Est-ce qu'une combinaison théorique A plus B, ça correspond à ce qu'on a vu sur le terrain avec les collectes de données? Est-ce que c'est la même chose? Et donc, ce qu'on voit, c'est que chez le bonobo, on a 3 combinaisons où vraiment, sur le terrain, les sens de ces combinaisons étaient vraiment différents de juste A plus B. Donc, on a 3 combinaisons non triviales et une triviale.
Donc, comme je disais, on en a une triviale. C'est par exemple le cri yelp qui combine avec un grunt. Le cri yelp, c'est un cri vraiment de j'aimerais qu'on fasse ça, mais c'est assez subtil. Non, pardon, c'est un cri assez fort. Il faut qu'on fasse ça, on va le faire ensemble. Le grunt, c'est il faut que vous me regardiez. Et en fait, quand ils le combinent ensemble, alors je vais le jouer. Il faut être assez attentif parce que c'est assez subtil. Ça fait un. Je le rejoue. Donc c'est faisons ça et regarde-moi. Donc fais comme moi en fait. Et ça, c'est un cri qu'ils utilisent lorsqu'ils sont en train de faire un nid le soir avant de se coucher. Donc là, ça paraît un petit peu anecdotique. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? En fait, il faut savoir que les bonobos, c'est le moment de la journée où tout le monde se rejoint, le moment où ils vont faire le nid du soir. Et aussi, il y en a un qui reste tout seul, il peut potentiellement mourir dans la forêt, attaqué par un prédateur. Donc c'est vraiment important le soir que tout le monde se réunisse au même endroit. C'est un moment qui est un petit peu chaotique, où tout le monde s'énerve dans tous les sens, tout le monde crie pour que tout le monde comprenne bien où est-ce qu'on s'est arrêté. Et donc le fait d'avoir cette combinaison qui est vraiment, en fait, c'est juste il faut qu'on fasse ça et regarde-moi, c'est vraiment ça qu'il faut que tu fasses. Ils l'utilisent que lorsqu'ils font un nid. Ensuite, on a les combinaisons non triviales. Donc ça, c'est ce qui était supposément seulement trouvé chez l'humain jusque-là. Ils peuvent combiner ce cri, le high root, avec un low root. Ça s'entend mieux. Donc le high root, c'est un cri, il faut faire attention à moi. Et le low root, c'est un cri un petit peu d'excitation. Et en fait, quand ils le mettent ensemble, c'est fais attention, aide-moi. Donc c'est fais attention à moi parce que je suis excitée, j'ai peur, donc aide-moi. La deuxième combinaison qu'on a observée, c'est un pip et un whistle. Donc il y a un cri très très faible au début, et puis le sifflement qu'on avait entendu tout à l'heure déjà ensemble. Je ne sais pas si vous avez entendu, ça fait un petit pip, pip. Le premier est vraiment subtil, mais ça c'est un petit peu les joies sur le terrain, c'est vraiment compliqué de bien entendre toutes les vocalisations. Donc ce cri-là, le pip, c'est quelque chose de j'aimerais qu'on fasse ça, mais si tu veux pas, c'est ok, mais quand même j'aimerais bien qu'on fasse. Avec le whistle, qui est du coup le cri qu'on avait vu tout à l'heure de cohésion pour rester ensemble. Et lorsqu'ils le font, moi je trouve que ça c'est assez chouette comme exemple. On a un j'aimerais bien qu'on reste ensemble et c'est toujours utilisé dans des contextes où ils essayent de faire la paix, où il y a un conflit juste avant et que on essaye d'apaiser les tensions, etc. Donc moi je le vois un petit peu comme on reste ensemble mais figuratif. Voilà, peut-être que je suis folle, mais j'aime bien cette explication. Et enfin, la dernière combinaison non triviale qu'on a observée, c'est le pip yelp avec le high root. Donc là, normalement, vous devriez bien l'entendre. Le pip yelp, c'est vraiment bon bah rejoins-nous. Et puis le high root, c'est quelque chose, c'est pour dire que je suis là, qu'on fasse attention à moi, mais un petit peu sur les longues distances. Et puis ça serait utilisé pour voyager ensemble, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que du coup, on avait cet espace sémantique où au milieu, on a les cris simples. Donc, lorsque les bonobos émettent le cri qui n'est pas en combinaison. Et puis, tous ces cris-là simples peuvent être combinés. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui est proche de chez l'humain. C'est-à-dire que chez l'humain, tous nos mots peuvent être utilisés en phrase. Et ce qu'on voit, c'est que chez le bonobo, tous les cris des bonobos peuvent être utilisés dans des combinaisons compositionnelles. Donc ça, déjà, c'est le premier résultat qui est vraiment super intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on regarde le sens des cris seul, on est sur quelque chose qui est assez restreint au milieu. Mais lorsqu'il combine, ça permet vraiment d'élargir cet espace sémantique. Donc c'est vraiment comme chez l'humain, le fait de combiner chez nous, les mots en phrases, ça nous permet de pouvoir parler d'un nombre infini de choses. Et en fait, chez le bonobo, on voit qu'on a le même mécanisme. Si on utilise les cris tout seul, on peut communiquer, mais c'est quand même assez restreint. Si on combine, là vraiment, on peut augmenter le nombre de choses dont on communique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Que les bonobos, ils ont une communication vocale qui est vraiment centrée sur les combinaisons. Alors, peut-être que vous allez vous dire, ouais, mais on a vu qu'il y avait que 4 combinaisons, c'est quand même pas grand-chose. Alors, en fait, il faut savoir que chez les animaux, c'est la première fois qu'on observe autant de combinaisons compositionnelles dans une seule espèce. Parce que, comme je disais avant, d'habitude, on étudie un seul signal et ça prend des années, n'est-ce pas, Maëlle? Parce qu'on fait des playbacks
parce qu'on fait des observations qui sont très longues. Et donc ici, c'est vraiment chouette pour nous d'avoir pu, avec cette nouvelle méthode, en fait, aller beaucoup plus vite et montrer qu'on a 4 structures compositionnelles. Ce qui est vraiment énorme dans le règne animal, pour l'instant. Ce qu'on a vu, c'est que tous les types de cris peuvent être combinés en structure compositionnelle de 2 cris. Et que le fait de combiner les cris, ça leur permet vraiment d'élargir le nombre de choses desquelles ils communiquent. Donc, en conclusion, ce qu'on a vu, c'est que les humains font des phrases, les chimpanzés combinent aussi des cris ensemble et ils ont de la compositionnalité, ça c'était le travail de Maël. Puis on a vu que les bonobos aussi ont de la compositionnalité. Donc, ce qu'on peut en déduire, la première chose, c'est vraiment que notre ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos avait sûrement de la compositionnalité. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que les bonobos, ils ont vraiment une compositionnalité qui est très, très importante dans leur communication. Est-ce que ça veut dire que c'est la meilleure espèce au monde? Non, peut-être pas. Peut-être que c'est aussi le cas chez les chimpanzés, mais que pour l'instant, on n'avait pas pu analyser ça parce qu'on n'avait pas les bonnes méthodes. C'est donc ce que Maël est actuellement en train de faire. Mais peut-être aussi qu'on est beaucoup trop centré sur nos cousins primates, et puis qu'en fait, si on applique cette méthode à d'autres animaux, peut-être qu'on trouverait aussi d'autres cas de compositionnalité, et peut-être qu'en fait, on se rendrait compte que peut-être que notre compositionnalité humaine, tellement intéressante, tellement non triviale, etc., peut-être qu'en fait, c'est beaucoup plus répandu dans le règne animal qu'on le pense. Et avec ça, j'ai fini. Donc, si vous avez des questions. Oui. Alors, le postdoc en tout, le postdoc en tout, j'ai eu 3 ans et demi. Mais la collecte de données, elle, c'était 6 mois. Alors, je dis que c'est beaucoup plus rapide parce que, par exemple, comme je disais tout à l'heure, avant, on étudiait souvent un seul cri, une seule combinaison. Et pour être sûr du sens, on faisait des expériences de playback. C'est-à-dire qu'on allait diffuser ces cris-là et regarder comment les autres réagissaient. Et ça, selon l'espèce avec laquelle on travaille, ça peut prendre des mois, voire des années. Maëlle, t'en as fait combien en 1 an et demi? 15 en 2 ans. Voilà. Nous, là, en 6 mois, on a pu faire ça sur tous les cris du répertoire. Donc, certes, ça reste très long, ça reste. Mais c'est bien ce qu'il a fait. Donc, nous, en fait, c'est vrai que ça reste très long. Ça demande d'envoyer des gens sur le terrain. Enfin, voilà, c'est quand même. Maëlle, justement, est en train de préparer son équipe à faire ça et c'est quand même énormément de travail, de préparation, de codage après. Mais ça reste quand même plus efficace, on va dire, sans vouloir offenser. Mais plus facile d'avoir des conclusions avec ces méthodes-là. Oui. Alors du coup, donc Maëlle avec le chimpanzé. Et moi, j'aimerais bien maintenant partir sur d'autres espèces qui ne sont pas des grands singes, parce que je ne pense pas que les grands singes soient. Moi, je viens pas des grands singes à la base, je viens des petits singes. Donc les gens qui adorent les grands singes, comme Maëlle, qui les trouvent exceptionnels. Moi, j'aime bien justement les fouiller chez les autres espèces et puis voir s'il y a des choses. Donc là, voilà, on est en train de postuler à des bourses ensemble, sur les macaques, par exemple. Oui. Je sais pas de mais on a fait plein de combinaisons compositionnelles, et tous ces cris qui sont non compositionnels, c'est quoi? C'est juste du hasard? Alors pour l'instant, je ne sais pas parce que je n'ai pas plus cherché que ça. Alors peut-être qu'on est sur des cas un peu comme voilà l'exemple de pleuvoir des cordes ou pisser dans un violon. En fait, voilà, ça peut être idiomatique. Peut-être aussi que en fait c'est juste c'est un peu comme des listes peut-être qu'ils font. Je suis en train de manger, après je vais me déplacer, après enfin voilà ou bon il n'y a pas de compositionnalité, il y a juste à suivre un petit peu bêtement ce qu'il est en train de dire. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas. Oui. Alors, c'est une super bonne question.
Là, on rentre vraiment aussi dans des questions d'éthique, etc. C'est hyper intéressant. Alors, cette méthode, normalement, si on collecte assez de données, on devrait ne pas être trop parasité. C'est-à-dire que si on reprend en fait cette méthode-là, l'idée c'est vraiment on regarde qu'est-ce qui est là à chaque fois que le cri est émis. Donc si on a des choses parasites autour, normalement ça doit disparaître en fait statistiquement au bout d'un moment. Mais c'est vrai qu'il faut des gros jeux de données. Je pense que vraiment les deux se valent. Par exemple là dans les bourses qu'on est en train de proposer avec Maël, on a les deux, on a de la captivité et du naturel. Je pense que la captivité c'est très bien, voilà en effet pour vraiment contrôler des facteurs et pour pouvoir tester des choses peut-être. Mais on va avoir des contextes qui n'existent pas en captivité, qui sont pourtant importants pour l'espèce, de prédation, peut-être de compétition de nourriture, parce qu'ils ont assez de nourriture pour tout le monde, etc. etc. Donc c'est vrai que moi, j'aime bien l'approche quand même en milieu sauvage, même si elle est beaucoup plus compliquée, elle est beaucoup plus compliquée, ça demande beaucoup de temps, ça demande un investissement, ça peut être physiquement éprouvant, mais c'est vrai qu'on a des données qui, au final, sont peut-être plus proches de la vraie biologie de l'espèce. Par contre, si la question c'est est-ce qu'ils sont capables de faire ça, par exemple, on peut travailler avec des espèces en captivité, mais c'est pas parce que celles en captivité sont capables de le faire que celles en milieu sauvage seraient capables de le faire forcément, parce que peut y avoir un environnement en fait différent qui les stimule différemment. Oui. C'est exactement ce que je suis en train de demander. Du coup, je connais un peu la littérature sur le sujet. Ce que je peux dire, c'est que ce qu'on observe déjà, c'est que chez certaines espèces de singes, en fait, on sait qu'ils sont, quand ils naissent, ils ont leur répertoire qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire à peu près tous les cris comme les adultes. Mais en fait, ils savent pas bien dans quel contexte ça s'émet. Et donc, par exemple, il y a un cas qui est assez classique chez le singe vervet. Donc, on a vu, ils ont ces cris, par exemple, pour les prédateurs aériens. Et s'il y a une feuille qui vont tomber, ils vont faire ce cri-là. Et puis, en fait, c'est avec l'expérience en tant qu'adultes qu'ils vont arriver à comprendre que non, une feuille qui tombe, on n'aimait pas ce cri, etc. Donc, on a quand même un développement comme ça qui joue. Bien sûr, par exemple, les cris, je sais pas, de copulation, bah, ça va être plus utilisé par les adultes parce que les jeunes n'ont pas ce contexte. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore énormément de recherche. C'est quelque chose qu'on va faire. Oui. Vous avez parlé de les suivre du coup dans la nature de leur cri, et vous avez pensé que ça peut modifier certains de leur cri, leur comportement, etc. Alors nous, on ne travaille qu'avec des populations qui sont habituées, c'est-à-dire que ça fait des années qu'elles sont suivies par des scientifiques qui collectent des données sur elles. Donc moi, à Cocolopori, par exemple, ça fait à peu près 15 ans qu'ils sont suivis. Mais en fait, ils sont quand même pas tous complètement habitués. On voit que ça les gêne quand même quand on est là. Bon, pour ça, on n'a pour l'instant pas de magie. On est quand même obligé d'être avec eux et de les suivre. Mais on garde ça en tête que voilà, il y a peut-être des choses. Et puis moi, c'est vrai que par exemple, j'allais pas collecter les données si je me faisais agresser moi-même parce que bah voilà, c'est un comportement qui est parce que ça arrivait des fois qu'on se fasse menacer, par exemple, par les individus, mais ça, j'allais pas le prendre en compte parce que c'est un comportement qui est pas vraiment biologiquement. Voilà, je préfère leurs interactions entre eux. Mais voilà. Et donc nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'avec les singes habitués, on essaie vraiment de pas interagir, de rester loin. Donc le but, c'est d'être le plus discret. Sur le terrain, on va parler doucement, on va rester dans un coin, on va pas se mettre au milieu du groupe, etc. pour essayer de vraiment les laisser faire leur vie le plus possible. Mais c'est vrai que les bonobos, moi j'ai eu des journées où vraiment je voyais que ça les saoulait pour toi là, quoi. Parce que encore une fois, c'est seulement 15 ans chez le bonobo, c'est pas assez pour avoir une population qui vraiment s'en fiche complètement. J'ai bossé sur des petits singes où là, par contre, en 3 mois, vraiment ils faisaient leur vie, ils en avaient plus rien à faire, quoi. Donc c'est assez. Certains diraient, certaines mauvaises langues diraient que ça veut dire que mes singes sont bêtes par rapport aux grands singes. Mais moi je pense que c'est qu'ils sont plus faciles en fait à étudier. Là-haut, ouais. Sur le terrain, quand vous avez vous êtes combien à... Alors, pour la collecte de données ça dépend vraiment des protocoles. Moi, Mais c'est pas à combien? bah, toute seule. Bah, si, ça, si, j'étais toute seule. Ouais, mais ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, moi, c'est vrai qu'on avait les assistants locaux. En fait, c'est eux qui ont habitué les bonobos et puis qui les suivent tous les jours. Donc, eux, ils aident quand même beaucoup parce que moi, en plus, j'ai un problème de visage. C'est-à-dire, si je vous recroise demain en ville, faut pas vous offusquer si je vous reconnais pas. Je suis très mauvaise avec ça.
Et du coup, je galérais vraiment à reconnaître les bonobos. Et donc, ils m'aidaient pas directement à collecter les données, mais ils allaient me dire, alors non, c'est pas John, en fait, c'est Edith que tu es en train de regarder. Ah oui, d'accord, merci. Voilà, donc ça, c'est quand même. Donc en fait, même si là, je collectais moi-même les données toute seule, on a quand même une équipe autour pour déjà juste suivre les bonobos, collecter les données à long terme. Donc eux, ils ont en fait des bases de données de tous les jours, qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe, qui était ami avec qui s'est battu avec qui est allé avec qui, etc. Et donc ça, on peut aussi se servir de ces bases de données, par exemple, pour établir une hiérarchie, etc. Euh, voilà. Bon. Ça répond à la question. Mais oui, Maëlle, vous serez 3, 4 4 avec ce protocole. Parce que, enfin, je ne sais pas, mais peut-être que vous pouvez faire moins d'intérêt que les problèmes. Et c'est quand même des données qui sont très à collecter. Alors, c'est évidemment mieux que ce qu'on fait finalement. Mais c'est pas et la collecte, c'est le codage des données derrière. Ouais. Et là, je voulais présenter ces tout beaux roses, mais j'ai pas beaucoup de données en fait par rapport. Enfin, en fait, sur 6 mois, j'ai collecté à peu près 1000 cris et combinaisons. Et en fait, c'est la critique que j'ai principalement dès que le papier se fait attaquer, c'est qu'on n'a pas assez de données. Donc c'est génial que Maëlle puisse envoyer plus de gens justement, parce que oui. Est-ce que si les tout seuls sont le terrain à collecter les données, c'est ça. Et comment ça fonctionne? Organisez pourquoi vous marchez. Pour bien que ce soit cohérent. Ouais, on a fait ça aujourd'hui avec les mangabés de Pimpon. En fait, l'idée, déjà, il faut pas être trop nombreux par groupe parce que sinon, forcément, on se marche dessus. Puis même, on dérange les singes. Je sais pas comment c'est vous avec les chimps, mais avec les bonobos, on pouvait pas être plus de 2 chercheurs par groupe parce que sinon, ça les gêne en fait, parce qu'il y a aussi des pisteurs qui sont là. Enfin, voilà. En fait, l'idée, ça va être par exemple de se mettre chacun à une extrémité et puis d'essayer de ne pas regarder les mêmes individus ou alors de compléter. C'est-à-dire que si moi, je regarde que fait l'individu qui crie, l'autre va regarder que fait l'audience en réaction. Voilà, l'idée, c'est soit de s'entraider, soit vraiment d'être séparés puis de se gêner le moins possible. Et là, ça, c'est la force aussi du lot de Maël par rapport à ce que je vous ai présenté, parce que moi, j'étais toute seule. Et donc, la deuxième critique que j'ai tout le temps, c'est oui, mais comment on sait que ce que tu as collecté, c'est fiable, en fait? Parce qu'il y avait personne d'autre derrière pour recoder la même chose que moi. Et ça, normalement, c'est quelque chose qu'on fait. C'est-à-dire, si je collecte un jeu de données, je vais demander à quelqu'un d'en collecter aussi, soit le même jeu de données, soit recoder une partie du mien pour être sûr qu'en fait, on fasse la même chose et que moi, quand je dis les bonobos, la syntaxe, je suis pas une folle dans mon coin qui a complètement créé ça de toutes parts. Actuellement, si, parce que du coup, personne n'a recodé mes données. Et donc là, c'est bien que Maël, justement, il ait une équipe qui vont vraiment tous avoir exactement le même protocole. Statistiquement, ils vont être sûrs qu'ils codent le même événement de la même façon pour vous vraiment montrer que c'est solide et que voilà, n'importe qui, en fait, qui prendrait le protocole de Maël arriverait au même conclusion. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qui manque ici parce que, en fait, pour ne rien vous cacher, juste le vol, en fait, pour aller à Cocolopori, donc là où j'ai collecté les données, c'est 11 000 $. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas envoyer 20 personnes pour m'aider à collecter les données, à analyser, recoder, etc. Donc, c'est des conditions un petit peu particulières. Parce on prend un avion humanitaire, en fait. On part de Kinshasa et on vole 4 heures dans un petit coucou qui a 4 places. Donc, la place est très, très, très chère. Oui. Ouais. Ouais. Il y a une équipe à Saint-Étienne, du coup, qui fait ça, Florence Levrero, et elle a montré que les bonobos ont tous une voix et que peu importe le cri qu'ils font, on peut reconnaître quel est l'individu qui crie. Donc, comme chez l'humain, en fait, si je dis n'importe quelle phrase, on reconnaît quand même ma voix quand je parle.
Donc oui. Moi, je m'en suis pas du tout servi, mais bon. Oui. Comment on fait pour prendre des données parce que d'accord, on explique ce qu'on voit, du coup, comment on fait on enregistre. Ouais, alors bah ça c'était la grosse difficulté de mon terrain. Donc j'avais tendance à chuchoter derrière. Donc j'avais mon micro et je chuchotais donc pour pas trop overlapper. La chance que j'ai eue entre guillemets, c'est que je faisais pas d'analyse acoustique. Donc même si je parlais par-dessus le cri du bonobo, j'arrivais quand même à l'entendre et à savoir. Moi, je regardais juste est-ce que c'est un grunt, un whistle, un machin. Puis je notais juste ça en fait. Si j'avais dû faire, bah d'ailleurs j'ai donné mon jeu de données à des collègues qui veulent faire des analyses acoustiques. Et bon, ils sont pas très contents, quoi. Parce que je parle beaucoup par-dessus, donc ça, c'est pareil. Voilà. Mais à l'époque, je me suis dit, c'est pas grave parce que je veux pas faire d'analyse acoustique. Oui. Eh ben, super question. Pour l'instant, chez les bonobos, on ne sait pas parce qu'il y a vraiment très très peu d'études chez le bonobo. Chez le chimpanzé, alors oui, il y a des combinaisons, par exemple, chez le chimpanzé, en fait, selon les populations, ils vont pas mettre les cris dans le même ordre. Donc après, la question, c'est est-ce que c'est en fait une langue différente, entre guillemets, un dialecte, ou est-ce que c'est juste que bah, les contextes sont pas tout à fait les mêmes entre les deux groupes, et il y a peut-être plus d'agression chez l'un, et puis plus de, je sais pas, de population chez l'autre, et donc ça fait qu'on n'a pas les mêmes combinaisons qui ressortent. Ça, c'est pas encore très clair. Mais en tout cas, ouais, chez les chimpanzés, on a potentiellement ça. Est-ce que tu as d'autres Ouais, tu veux ça? En termes de communication chez les chimpanzés, on n'a que cette étude-là qui est ancienne. Par contre, on a d'autres études qui montrent que, par exemple, le phénomène, justement, il va varier en fonction de l'endroit où il se situe. Et ce qui est intéressant, c'est que les communautés de chimpanzés qui sont géographiquement proches vont avoir des benefits et des signatures locales en fait, qui vont diverger beaucoup plus pour marquer la différence avec les autres, parce que et par contre, les chimpanzés qui sont plus éloignés géographiquement vont pouvoir retrouver les mêmes signatures acoustiques. Parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas, et donc on reprend les mêmes signatures acoustiques, donc on aura des variations dialectales au niveau acoustique, géographique, mais aussi au niveau combinatoire, du coup, en fonction des différentes communautés. Mais le niveau combinatoire, c'est pas ultra, comme tu disais, c'est pas ultra. Mais l'idée est convaincante, en fait, parce qu'on ne sait pas si c'est des différences de c'est une autre langue, je combine différemment parce que je parle différemment, ou si c'est juste que je combine différemment parce que je rencontre des situations différentes, parce que je ne suis pas dans la même forêt, parce que mon groupe il est super agressif alors que là-bas ils sont là. Une et d'autres questions. Ça peut aussi être des questions, si, je ne sais pas si vous voulez devenir éthologue ou quoi, je prends aussi des questions là-dessus si vous voulez. Oui. Alors, très très bonne question. Ça a été mon enfer, ça. Quand je suis partie sur le terrain, je me suis dit, je veux au moins 10, 10 soit cristals, soit combinaisons par jour que je collecte. Et comme ça, on se dit, bah, c'est pas grand-chose. Je passais entre 8 et 12 heures par jour sur le terrain. Donc, on se dit, bon, bah, une par heure. Et en fait, il s'avère que les bonobos communiquent pas énormément. Donc, moi, sur mes individus, j'étais à peu près en moyenne un cri par heure, ce qui est quand même pas énorme. La difficulté supplémentaire, c'est que souvent, ils vont crier tous ensemble. C'est-à-dire qu'on va rien avoir pendant 5 heures. Et d'un coup, tout le monde va hurler. Donc, vous êtes là avec le micro et on ne sait pas qui a fait quoi et tout le monde part en courant. Donc ça, c'était vraiment la grosse difficulté. Je me suis énormément plaint pendant 2 ans. Ensuite, j'ai analysé les données de Maël et j'ai vu que lui, c'était encore pire. Donc, en fait, ça va. Mais que toi, je ne sais plus combien c'est, toi, mais c'est genre 2 fois moins courant encore, un truc comme ça. Donc voilà. Mais ça encore, ça dépend des espèces en fait. Enfin, j'ai des amis qui travaillent sur les meerkats, suricates,
Et eux, ils ont un cri toutes les 2 minutes. Donc voilà, c'est vraiment espèce dépendant. Oui. Donc moi, j'ai fait ma thèse à la base en biologie. J'ai fait le master ici, donc je suis assez contente de revenir ici. Ensuite, j'ai fait une thèse en biologie à Neuchâtel, donc en Suisse, donc en primato. Et puis, pendant cette thèse, je commençais déjà à parler de sémantique, de syntaxe, etc. Puis je me suis rendu compte que dans le domaine, en fait, les biologistes qui parlaient de ça connaissaient assez mal en fait ce dont ils parlaient. C'est vrai que les linguistes ont tendance à vraiment souvent casser du papier biologiste en disant mais non, c'est pas la syntaxe, mais non, c'est pas la sémantique, etc. Et à cette époque, il y avait donc Philippe Schlenker, qui est un linguiste à l'École normale supérieure, qui commençait tout juste à lui. C'est un des premiers linguistes qui a dit, mais attends, il y a quand même des trucs intéressants dans ces données. Peut-être que c'est pas de la sémantique, de la syntaxe, mais regardons quand même ce qui se passe, et qui était vraiment ouvert en fait au travail des biologistes. Et donc j'ai fait un postdoc avec lui de 3 ans, où là j'ai vraiment j'ai repris des cours de master de linguistique. Je suis allée à des conférences. Je parlais qu'avec des linguistes toute la journée. Et c'est là qu'en fait j'ai appris en fait quand on parle de sémantique, c'est ça en fait la sémantique, c'est pas ce que les biologistes décrivent dans leur papier ou la syntaxe, etc. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de développer en fait ces méthodes et de mieux comprendre. Voilà. Et Maëlle ensuite est aussi allée travailler chez lui, donc on vient vraiment du même. On s'est rencontrés à Zurich parce que lui finissait sa thèse et moi je commençais du coup ce postdoc Bonobo. Donc on a un peu vraiment les mêmes parcours. Et on vient tous les deux du master de Rennes, qui est le meilleur master. Pas du tout biaisé. Oui. Exactement ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'à chaque fois, vous allez dire, est-ce qu'on peut faire ça? C'est ce que Maëlle est en train de faire. Oui, en fait, c'est ça. Pour moi, c'était ce que je voulais vraiment, c'était avoir une méthode qui marche pas que sur les vocalisations. Voilà. Donc lui, il est encore en train de se demander comment on va traiter les combinaisons multimodales. Ça va être compliqué, mais ça, c'est son boulot. Il se débrouille. Oui. Oui. Mais je passe beaucoup trop de temps à regarder des vidéos YouTube. Je sais pas si c'est pour dire qu'il est beau, mais s'il est beau, c'est parce que j'aime bien regarder des vidéos YouTube de comment faire des trucs. Merci.